Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle chronique du cinéma bizarre. En écrivant mon texte, j'ai revécu ces mercredis après-midi passés à chevaucher d'invisibles chevaux à la poursuite de tout aussi invisibles Indiens. Il faut dire qu'avec les copains du quartier, nous étions toujours du côté des gentils, de John Wayne, cavalant sous la bannière étoilée, généralement un torchon de vaisselle piqué à ma mère et coloré au feutre, tout en imitant les sonneries de clairon, les cliquetis des sabres et sauvant les pauvres colons des griffes des affreux Vosges. Mais de l'eau est passée sous les ponts, et le perfide Comanche est devenu un homme fier, défendant jusqu'à la mort son peuple, sa culture, sa terre. Permettez-moi toutefois de revivre ce rêve de gosse. Aidé, il faut bien le dire, par la technique, et une épouse que mes extravagances font encore heureusement sourire. Je vous propose donc un voyage dans l'Ouest américain, celui des grands espaces, sur la terre des Sioux, des Arapaho, à côtoyer le quotidien des Tuiles bleues, dernier rempart entre la furie avide des hommes et celle du fier peuple des prairies. Vous venez ? Je vous l'avais dit, un vrai rêve de gosse. En 1948 donc, le grand réalisateur John Ford décide de réaliser un triptyque sur la cavalerie américaine. Il n'en est pas à son premier western, car La Chevauchée fantastique, réalisée en 1939, a non seulement révélé au plus grand nombre un réalisateur de génie, mais aussi révélé une future star, un autre John Wayne. Suivra également, en 1946, un autre classique, avec Henry Fonda cette fois, La Poursuite infernale. En 1948, il met en scène le massacre de Fort Apache, relecture somptueuse et romancée des derniers instants du colonel George Armstrong Custer, massacré par les Indiens avec le 7e de cavalerie en 1876. C'est un western des plus classiques, mais qui sera un succès à la fois critique et public. L'année suivante, en 1949, ce sera La Charge héroïque, et en couleur cette fois. Alors voyons un peu le pitch du film. En 1876, après la défaite de Custer à Little Bighorn, les tribus indiennes de la frontière de l'Ouest se regroupent pour partir en guerre. Le capitaine Nathan Breathless, John Wayne, à quelques semaines de prendre sa retraite, doit faire face à ce soulèvement tout en évitant que le sang ne coule inutilement. Les officiers du film connaissaient bien leurs camarades tombés à Little Bighorn, autour de Custer. Et d'ailleurs, John Wayne les énumère au début du film. La guerre sainte a des fanatiques, s'entourer de toutes les précautions utiles. Voici la liste, Nathan. Vous devez en connaître beaucoup. George Armstrong Custer, Tom Custer, Boston Custer, Calhoun, Cook, Crittenden, Harrington, Keogh, Miles Keogh. Cela aurait pu faire monter en eux une colère, une envie de vengeance, qui aurait pu être justifiée, mais non, juste une envie de comprendre. Point de héros donc, mais des soldats dignes, avec un fort sens de l'honneur, de l'amitié, du sacrifice. C'est flagrant dans une scène du film où John Wayne envoie au combat les 1er et 3e pelotons, plutôt que le 2e, car il contient trop d'hommes mariés. Sergent Thierry. Mon capitaine. Trouvez-moi une piste allant vers la rivière. Oui, mon capitaine. Nous allons partir en laissant une arrière-garde sous les ordres d'un officier. Je considérerais que c'est une faveur. Merci, monsieur Penel. Croyez que je ferai figurer cette offre sur vos états de service. Si d'ici là, vous n'avez pas démissionné. Monsieur Coyle, vous commanderez l'arrière-garde. Prenez 2 groupes et couvrez notre retraite. Interdisez aux Indiens l'accès du gué. Premier groupe et 2e groupe. Non, il y a trop d'hommes mariés dans le 2e groupe. Premier groupe et 3e groupe. Sortez de la colonne et appuyez sur la droite. Franchement, quel gamin n'aurait pas aimé chevaucher à leur côté? Et les Indiens dans tout ça?
Longtemps considéré à tort comme raciste, John Ford est l'un des premiers à montrer les Indiens sous un jour différent. Un peuple fier, défendant sa terre. D'ailleurs, la scène entre le capitaine Brittles et le vieux chef indien est explicite. Ils parlent d'égal à égal, comme de vieux complices. L'un comme l'autre représente un monde qui va disparaître. Autre fait notable, les seuls vrais vilains du film sont des trafiquants d'armes, rappelant la traîtrise de certains blancs qui se retournèrent contre leur propre camp par goût du profit. Le film évoque également le traumatisme de la guerre civile américaine, ou guerre de sécession, par le biais de la mort d'un simple soldat qui avait été officier dans l'armée sudiste. Je recommande à votre miséricorde l'âme de John Sudo Wells et de sa femme Martha. Et je recommande aussi à votre miséricorde l'âme de Rom Clay, autrefois général de division et héros de notre armée, que tous ses camarades connaissaient sous le nom de John Smith, de la cavalerie des États-Unis. Un vaillant soldat et un chrétien sans reproche. Prêt! En joue! Feu! Prêt! Feu! Prêt! Feu! Attention! Gardez-vous! Avec votre permission, accordé. Trompette. Merci, mon capitaine. Merci, mon capitaine. Mais revenons au film lui-même si vous le voulez bien. John Ford et son directeur de la photographie se sont fortement inspirés de Frederick Remington, peintre réputé de la junte militaire au siècle dernier. Jugez plutôt. Le bleu profond du ciel, les ocres des collines, le rouge du ciel au crépuscule, les tenues poussiéreuses de la troupe, les coiffes indiennes, la météo capricieuse dans le désert. Jamais Monument Valley n'avait été aussi sublimement mis en valeur. Ford et son directeur de la photographie prouvent que par la perfection des couleurs et des cadrages, un film n'a pas besoin de cinémascope pour procurer l'ampleur aux paysages et aux scènes d'action. D'ailleurs, ce travail d'orfèvre vaudra à Winton Hawke un Oscar amplement mérité. Voyons maintenant qui était John Ford. Il est né en 1894 à Portland dans le Maine. En 1909, son frère Frank rejoint Los Angeles accompagné de Gaston Méliès. Et oui, le frère de Georges Méliès. Alors qu'il s'apprête à entrer à l'université, John rejoint son frère Frank à Hollywood et devient son homme à tout faire. La Cité des Anges est alors en pleine expansion. The place to be. De petits boulots en petits rôles, il finit par devenir assistant réalisateur en 1916, notamment sur les films d'Alan Dwan, auprès duquel il apprend la mise en scène et réalise les plans de seconde équipe. En 1917, il remplace un réalisateur absent sur le film The Tornado, qui sera un franc succès. Il signe ensuite un contrat de réalisateur pour Universal, qui lui confiera une trentaine de projets jusqu'en 1920. La quasi-totalité de ses films, ils ont hélas disparu. Il rejoint ensuite le studio concurrent de la Fox en 1921 et devient un réalisateur reconnu. Il dirigera notamment la production pharaonique du Cheval de Fer en 1924, où l'on retrouve déjà les thèmes forts des grands westerns fordiens. Intégrer les personnages dans des paysages immenses et sublimes, des héros avec des failles et des personnages féminins consistants à l'égal des hommes. En 1928, et l'avènement du parlant, John Ford est le président de la puissante Motion Picture Directors Association, regroupant tous les réalisateurs américains. C'est à cette époque également qu'il suit sa première cure de désintoxication alcoolique. Nul n'est parfait. La carrière internationale de Ford est lancée. Les films s'enchaînent. Arrowsmith, Tête brûlée, La patrouille perdue, Le monde en marche. À partir de 1936, il est associé aux recettes de ces films et devient donc un nabab d'Hollywood. La même année, il remporte son premier Oscar avec Le Mouchard et Victor McLaglen. Bourreau de travail, il enchaîne les tournages et remporte de nouveau l'Oscar du meilleur réalisateur avec Les raisins de la colère d'après Steinbeck en 1940 et Qu'elle était verte, ma vallée, qui remportera 5 trophées en 1941. Et devant le Citizen Kane d'Orson Welles. Attention. En 1939, il entre dans la Navy
Et à la demande du président Roosevelt, il crée la Naval Field Photographic Unit, dans le but de mettre Hollywood au service de l'armée. A noter que sur le documentaire La bataille de Midway, John Ford, casse-cou de génie, est blessé à la hanche dans une explosion et perd également l'usage de son œil gauche, alors qu'il filme seul, la caméra à l'épaule, au milieu des combats. Il abordera d'ailleurs un bandeau sur l'œil à compter de cette date, et cette image fera le tour du monde. De retour à Hollywood en 1947, il tourne 9 films pour Argosy Pictures, société de production qu'il avait fondée avec Merian Cooper, le papa du King Kong de 1933, en 1939. Entre 1951 et 1966, il tournera encore 25 films, et pas des moindres. Mogambo, Les Deux Cavaliers, La Conquête de l'Ouest, La Taverne de l'Irlandais. Ne travaillant plus, irascible, miné par la maladie et l'alcool, ruiné, il mourra en 1973 à Los Angeles. Décrié par les uns, affublé de tous les vices par les autres, porté au nu par bon nombre de cinéphiles, dont je fais partie, et professionnels du cinéma, un grand monsieur est parti ce jour-là. De sa filmo impressionnante, 142 films, il faut le dire, je retiendrai, en dehors des films déjà évoqués, La Dernière Fanfare, avec Spencer Tracy, en 58. Le Sergent Noir, en 60, avec Woody Strode, ayant un homme de couleur pour héros. Il fallait oser à l'époque. L'homme qui tua Liberty Valance, enfin, en 1962, qui mettait à l'écran ensemble pour la première fois deux monstres d'Hollywood, James Stewart et John Wayne, et qui révéla, dans un petit rôle, un grand acteur en devenir, Lee Marvin. Mon coup de cœur, enfin, La Prisonnière du désert, en 56, avec John Wayne. Les Cheyennes, enfin, en 1964, son dernier western et vibrant hommage au peuple indien. Ne disait-il pas à la sortie du film « J'ai voulu montrer ici le point de vue des Indiens pour une fois ». Soyons justes, nous les avons maltraités, c'est une tache dans notre histoire. Nous les avons roulés, volés, tués, assassinés, massacrés, et si parfois ils tuaient un homme blanc, on leur envoyait l'armée. Triste, non ? Et la distribution dans tout cela. À tout seigneur, tout honneur, le Duke. Et n'attendez pas que je sois critique à l'égard de mon idole John Wayne. Il me faudrait d'ailleurs toute une chronique pour évoquer celui qui berça mon enfance et probablement attisa ma passion pour le western. Acteur, réalisateur, producteur, Marion Morrison est né en 1907 dans l'Iowa. Issu d'un milieu plus que modeste, destiné à devenir footballeur universitaire de haut niveau, par sa carrure, 1m93 pour 105 kg. Le jeune Morrison se blesse pendant ses études. Privé de sa bourse, pour cause de blessure, un ami acteur de western très populaire, Tom Mix, l'invite à Hollywood. Il y fait ses débuts en 1926 comme accessoiriste et fait de ci de là quelques figurations. C'est en 1928 qu'il rencontre John Ford et une solide amitié se forge entre les deux hommes. À cette époque, une seule rencontre pouvait faire de vous une star ou un acteur anonyme. Raoul Walsh sera cet homme. En 1930, à l'avènement du parlant, il tourne comme vedette un film à gros budget, La Piste des Géants. Raoul Walsh avait fait faire un bout d'essai au jeune Morrison simplement après l'avoir vu décharger un camion. Il lui trouve également, sans lui demander son avis, son nom de scène, John, parce que ça fait américain simple, et Wayne, en rapport avec un héros de la guerre de sécession, Anthony Wayne. Alors franchement, le film est un bide, tant critique que public, et John Wayne joue comme une patate. Il est lourdeau, timide, avec une voix perchée dans les aigus. D'ailleurs, c'est typique de l'apparition du cinéma parlant. Il redevient donc un acteur méconnu sous contrat pour 75$ la semaine. S'ensuivent 10 ans de série B pitoyables, médiocres, mais qui en font le héros de western apprécié du public républicain des campagnes américaines. La Chevauchée fantastique, tournée en 1938, avec un budget modeste, John Ford mène la vie dure à John Wayne, sur le tournage, le reprenant sans cesse sur sa façon de marcher, de parler, de jouer. Ford offre à son acteur vedette la plus belle entrée de star de l'histoire du cinéma, laissant apparaître Ringo Kid, une selle dans la main, son fusil dans l'autre. Voilà. Doucement. Oh. Hey, on dirait Ringo. Oui. Alors, Ringo. Bonjour, Carly. Alors, Buck, ça va toujours? Oh, ça irait bien si ma femme n'avait pas de grand-papa. Silence. Je ne vous ai jamais vu venir à la chasse dans ces parages, Marshall. Vous allez à Lordsburg? Moi, je t'y croyais depuis ce matin. Non.
Mon cheval boite. Vous allez avoir un autre passager. Oui. La Chevauchée Fantastique est un immense succès. Le film reçoit 7 nominations aux Oscars, ce qui est exceptionnel pour un western. Cela permet à John Wayne de sortir de l'impasse dans laquelle il était. Une star est née. Marié, père de 4 enfants, à la limite d'âge, il ne pourra pas par contre s'engager pour combattre en Europe. Et ce sera toujours pour lui un regret. Il tournera pendant cette période beaucoup de films de propagande, comme Les Tigres volants, Alerte aux marines, Retour aux Philippines ou Les Sacrifiés. En 1947, il est l'acteur le mieux payé d'Hollywood, avec Gary Cooper ou Clark Gable. Belle revanche, non? S'enchaînent ensuite 30 ans de cinéma, 60 films, imposant une image virile, nonchalante et misogyne. Il passe lui-même à la réalisation en 1960 avec Alamo, grande fresque historique à demi réussie qui le met complètement sur la paille. A noter que son réalisateur de seconde équipe n'est autre que John Ford. Puis en 1968 avec Les Bérets Verts, film engagé justifiant l'intervention américaine au Vietnam et qui reflète les engagements politiques et personnels de la star. Républicain pur et dur, ardent patriote, incarnation de l'Amérique conquérante. Il a tourné sous la direction des plus grands. John Ford, bien sûr, mais pas seulement. Henry Hathaway, Les 4 fils de Cathy Elder, Cecil B2000, Les naufrageurs des mers du Sud, Howard Hawks, Rio Bravo, William Wellman, Aventure dans le Grand Nord, John Huston, Le barbare et la geisha, Daryl Zanuck, Le jour le plus long, Andrew Victor McLaglen, le fils de son pote d'ailleurs, Victor McLaglen, dans Cheatham. Je retiendrai 3 films de la filmographie du Duc. Comme par hasard, 3 westerns. Tout d'abord, Rio Bravo, en 1959, d'Howard Hawks. Sublime suspense en huis clos, une ville, et quasi en temps réel. Une structure narrative maintes fois reprise depuis. 100 $ pour un shérif de Henry Hathaway en 1969, qui vaudra à la star son seul et donc unique Oscar, et dans lequel il se parodie, interprétant un marshal alcoolique et gouailleur. Enfin, Le dernier des géants, de Don Siegel en 1976, film testament où il incarne un vieux duelliste atteint d'un cancer qui choisit de mourir l'arme à la main plutôt que terrassé par la maladie. Et ce, tandis que le Far West mythique disparaît autour de lui. Classé 13e plus grande star de légende par l'American Film Institute en 1999, il a dit cette phrase un jour de lui. « J'ai joué John Ford dans tous mes films, et cela m'a plutôt bien réussi. » Victor McLaglen, maintenant, une trogne bien connue du cinéma américain. Élevé en Afrique du Sud, il s'engage à 14 ans dans l'armée anglaise et participe à la Deuxième Guerre des Boers. À 18 ans, il émigre au Canada et gagne sa vie comme lutteur et boxeur dans la catégorie poids lourd. Il rejoint Hollywood en 1920, où il incarne pendant 35 ans les géants, bons vivants, alcooliques, toujours prêts à jouer des points. Sa carrière décolle enfin lorsqu'il rencontre John Ford, qui lui donne le premier rôle du film La Patrouille perdue en 1930. Je retiendrai de sa filmo Le Mouchard de John Ford en 1931, rôle pour lequel il remporte d'ailleurs l'Oscar du meilleur acteur, La mascotte du régiment en 1937, Gunga Din en 1939 et enfin L'homme tranquille en 1951. Son cœur, qui était gros comme ça, l'a lâché en 1959. Ben Johnson ensuite, qui débute sa carrière comme cascadeur équestre avec pas loin d'une centaine de westerns à son actif. Repéré par John Ford, ce dernier lui propose alors des seconds rôles plus ou moins étoffés, loin de la figuration traditionnelle. En 1971, il reçoit l'Oscar du meilleur second rôle masculin pour le film La dernière séance. Fidèle en amitié, il sera quasiment de tous les westerns de John Ford, ainsi que de ceux de John Wayne, et sera un acteur fétiche de Sam Peckinpah. Il est un des rares acteurs distingués par le Pro Rodeo Hall of Fame pour son talent de cavalier. En dehors des films précités, je retiendrai de sa filmo Major Dunby de Peckinpah en 1965, La Horde sauvage en 1969, toujours de Peckinpah, et Les Géants de l'Ouest en 1969 de Andrew Victor McLaglen. John Agar, qui joue le lieutenant Coyle. Né en 1921, il est essentiellement connu pour avoir joué 6 fois aux côtés de John Wayne. Il jouera également dans pas mal de nanars, comme par exemple Tarantula en 1955, La revanche de la créature du lac Noir en 1955 également, ou Le cerveau de la planète Horus en 1957. Harry Carey Jr., qui joue le lieutenant Pennell et le fils de l'acteur Harry Carey. Son aspect juvénile le cantonne hélas dans des seconds rôles. Recommandé par John Wayne, il débute vraiment dans le film La Rivière Rouge d'Howard Hawks en 1948. Il jouera dans 106 westerns, dont Le Fils du désert de Ford en 1948, La mission du capitaine Benson en 1956, Les cordes de la potence en 1973, et il fera des caméos en 1994 dans Retour vers le futur 3 ou Tombstone.
Seul rôle féminin majeur du film, c'est Jo Andrew qui incarne Olivia Dandridge, la jolie nièce du commandant du fort. D'abord mannequin, elle débute au cinéma en 1946 et devient rapidement une figure populaire du grand écran, puis de la télévision. On retiendra Le Port des Passions en 1953, Le Clown est roi en 1954, avec le duo star à l'époque Dean Martin et Jerry Lewis. Ou L'Armure Noire en 1955. La charge héroïque se situe à la 3e place de mon podium, juste devant Frankenstein Jr. Vision idyllique d'un Ouest fantasmé, le film est chargé d'émotions et quelques fulgurances le traversent, comme la scène dans le cimetière où le vieux capitaine se recueille sur la tombe de son épouse. George Custer avec tous ses hommes tués dans une embuscade. Miles Keogh, Marie. Tu te rappelles bien, Miles? Ce bel Irlandais qui riait constamment. Celui qui valsait souvent avec toi. Oui, oui, je le sais. Certains jours, je t'ai fait des scènes de jalousie. Moi, je n'ai jamais bien su valser. La phrase devenue célèbre. Ne vous excusez pas, lieutenant Pennell, c'est un signe de faiblesse. Pour pique-niquer. Pour pique-niquer, mademoiselle Dandridge. Et où cela? Au bord de la mer? Oh non, nous allions seulement auprès de la rivière, mais je m'excuse. Évitez de vous excuser, c'est un signe de faiblesse. Monsieur Coyle, il n'y a aucune raison d'empêcher Monsieur Pennell de sortir et de pique-niquer. La marche de la troupe dans Monument Valley sous l'orage. La tête de la flèche est juste au-dessus du cœur de Ken. Il est urgent de l'enlever. Alors? Je vais tenter une opération très difficile. Il faudrait faire... Ah non, ce serait trop risqué. Rien qu'une demi-heure, Nathan. 25 minutes et je suis certain de pouvoir le Docteur, sauver. arrêter la colonne serait une folie. Je ne la commettrai en aucun cas. Ken est un soldat. Il doit courir les risques du soldat. Il sait cela. C'est moi qui le demande, Nathan. Je vais essayer de vous aider. Halte! Pied à terre! Je vous remercie. Marchez en ordre! Ou la remise de la montre au capitaine Britless par ses hommes, moment fort chargé d'émotions. Au capitaine Britless, de la part de ses hommes. Qui se souviendront de lui. Merci, caporal. Merci. Merci à tous. Alors, le spectateur avide de charge héroïque sera sans doute déçu tant les batailles sont des escarmouches et souvent expéditives. Mais là n'est pas le thème du film. Ford ayant simplement voulu rendre hommage à la fois aux fiers représentants de l'ordre sur la dernière frontière et dans une moindre mesure au peuple indien mis à mal par l'expansion massive des colons blancs, la cohabitation s'avérant le plus souvent impossible. Alors oui, la charge héroïque est un western classique dans le plus pur sens du terme. On pourrait même dire un western fordien, respectant les codes du genre à la lettre, mais en y insufflant tendresse, humanité et tolérance, avec un happy end que beaucoup qualifieront de sirupeux, mais bon. Loin de tout patriotisme, Ford évite toute apologie lourdingue et réalise un petit chef-d'œuvre maintes fois copié mais jamais égalé. Et puis merde à la fin. Un peu de douceur dans ce monde de brutes, ça ne fait pas de mal, non? Voilà, j'espère vous avoir donné envie de voir ou revoir ce film qu'on le retrouve très facilement en streaming sur YouTube. Alors, point de tendresse, d'humanité ou de tolérance par contre dans ma prochaine chronique, puisque nous analyserons le film choc de David Fincher, Seven, sorti en 1995. Âme sensible, s'abstenir. Bon film, bon cinéma bis, et à très bientôt.